Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1 pour vous informer à la mi-journée. Vous êtes 470 000 de plus qu'il y a un an à nous écouter chaque jour sur Europe 1. Alors un grand merci pour votre fidélité. Au sommaire de ce journal, 3e journée d'hommage aux victimes des attentats terroristes de 2020 avec une cérémonie ce matin devant l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Europe 1 y était. La gauche du tout ou rien et surtout la gauche du rien. La réponse cash d'Olivier Faure à Jean-Luc Mélenchon sur les négociations du PS autour du budget, décryptage. À Marseille, pour le maire socialiste, la galette des rois est une tradition païenne. L'opposition dénonce le wokisme de la municipalité. Reportage. Et puis Zinedine Zidane va-t-il succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France? On vous dit tout à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Céline. Un temps toujours très agité. Oui, exactement, qui s'étend et qui apporte de la pluie du sud-ouest aux frontières de l'Est. Pluie et neige en montagne, c'est le programme de votre jeudi après-midi. Au nord de la Seine, l'air est plus froid. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme seront de nouveau en vigilance orange, neige, verglas en fin de journée et ce soir. Pour les températures, il fera de 3 à 6 degrés sur le tiers nord, 12 à 16 degrés sur le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre ce journal avec ces intempéries. On vient d'apprendre que la neige et le verglas ont fait 2 victimes dans le département du Nord. Maximilien Carlier, vous êtes le correspondant européen dans les Hauts-de-France. Que sait-on sur ces 2 drames ? Eh bien, il s'agit de 2 hommes. Un quinquagénaire est tombé la tête en avant. Sa tête a heurté un trottoir selon la Voix du Nord. Cela s'est passé ce matin dans le centre-ville de Croix, dans la métropole lilloise. Malgré l'intervention des pompiers, il n'a pas pu être réanimé, précise le préfet de la région Hauts-de-France, Bertrand Gaume. La seconde victime est un sans domicile fixe, une trentaine d'années. Il dormait dans un abri de fortune, non chauffé à Valenciennes. Sa mort serait probablement liée à l'hypothermie. 2 décès donc et une vingtaine de blessés légers à cause de la neige. Il y a eu un peu plus d'une dizaine d'accidents de la route dans le Nord et le Pas-de-Calais, dont un grave à Marc-en-Calaisis. 2 personnes ont été transportées à l'hôpital. Enedis dénombre également 1400 foyers privés d'électricité. Les transports scolaires sont toujours suspendus. Il y a encore quelques centimètres de neige ici sur les trottoirs qui restent très humides. La vigilance orange a été levée, oui, mais elle devrait être réactivée ce soir avec les températures négatives et surtout l'arrivée du verglas. Merci Maximilien Carlier, le correspondant européen dans les Hauts-de-France. 10 ans après les attaques terroristes de janvier 2015, les hommages se poursuivent avec aujourd'hui une cérémonie devant l'hypercachère où 4 personnes avaient perdu la vie. Geoffrey Branger, vous vous trouvez devant ce supermarché Porte de Vincennes pour Europe 1. Oui, pour vous expliquer, une estrade a été installée devant l'hypercachère. Dessus, une table sur laquelle 10 bougies éteintes étaient disposées. En face, une centaine de personnes étaient présentes pour l'hommage. Vers 12h30, la cérémonie commence en présence de ministres, Bruno Retailleau, Manuel Valls ou encore Aurore Berger, des anciens premiers ministres, Michel Barnier, Bernard Cazeneuve, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de Jonathan Arfil, président du CRIF, ou encore de Rhys, auteur à Charlie Hebdo. Au cours de cet hommage d'un peu plus de 20 minutes, pas de prise de parole. Des groupes de personnalités politiques et publiques se sont simplement relayés pour allumer à tour de rôle les 10 bougies. La 4e bougie à la mémoire de François-Michel Saada, 63 ans. Victime de l'attentat de l'hypercachère, sera allumée par sa sœur, Madame Annie-Laure Saada, accompagnée de sa fille. Des bougies allumées donc en mémoire des personnes tuées lors des attentats de janvier 2015, mais également des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, des victimes de l'antisémitisme depuis le début des années 2000 ou encore des otages et victimes des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Pour terminer, des représentants des communautés juives et chrétiennes ont récité des prières. S'en est suivi une minute de silence avant que la Marseillaise ne résonne devant l'hypercachère. Pour poursuivre cette journée d'hommage, une soirée de débat commune avec Charlie Hebdo aura lieu à partir de 19h à la Mutualité de Paris. Geoffrey Branger en direct devant l'hypercachère Porte de Vincennes pour Europe 1. 13h04, encore une enseignante agressée. Ça s'est passé hier matin au lycée François Mansart à Saint-Maur-des-Fossés. C'est dans le Val-de-Marne. Et Jean-Baptiste Marty, la lycéenne, s'en est pris à sa professeure en plein cours.
Oui, tout part d'un différend entre l'enseignante et son élève. Très vite, le ton monte. Des insultes d'abord, puis des coups. La lycéenne tire les cheveux de sa professeure et la frappe au visage et au thorax. Un surveillant alerté par les cris met finalement fin à la violente agression. La lycéenne est extraite de la classe, puis reçue par la proviseure de l'établissement avec l'enseignante. Une plainte est déposée dans l'après-midi par la victime. Nous avons pu joindre le rectorat de Créteil. Une cellule d'écoute a été mise en place et la professeure, choquée, est en arrêt pendant une durée indéterminée. Concernant l'élève, elle a interdiction d'entrer dans l'établissement jusqu'au conseil disciplinaire. Voilà une affaire désormais entre les mains du parquet des mineurs de Paris puisque la lycéenne réside dans la capitale. Une enquête pour violence volontaire est en cours. Jean-Baptiste Marty, spécialiste police-justice d'Europe 1. 13h05 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud avec l'actualité politique. Céline, maintenant, Bercy poursuit ses consultations pour construire un budget de compromis. Avec une nouvelle réunion hier soir avec l'EPS, les écologistes et les communistes, mais sans les insoumis et le gouvernement. Donc la gauche se fracture encore un peu plus. Alexis de la Fontaine, entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, la guerre est déclarée ? Oui, Jean-Luc Mélenchon est fou de rage contre ses alliés du nouveau Front populaire. Aucun accord de non-censure avec François Bayrou ne nous concernera, lance le leader insoumis qui accuse ses collègues de négocier dans son dos. C'est un irrespect total pour notre alliance et nos électeurs, conclut Jean-Luc Mélenchon. Écoutez la réponse d'Olivier Faure sur TF1. Mais ce n'est pas moi qui rompt, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui, par son intransigeance, par son obsession présidentielle, et je le dis au passage, eh bien, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est persuadé que c'est lui qui l'emportera ? Est-ce que c'est pas Marine Le Pen qui peut l'emporter ? Olivier Faure préfère donc obtenir des petites victoires plutôt que rien. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne change rien à l'éducation, la santé, la justice fiscale ou l'écologie, accuse le patron des socialistes. Mais pour l'instant, selon un cadre du parti à la rose, nous restons très loin d'un accord de non-censure. Et pendant ce temps-là, sans faire de bruit, Gabriel Attal, le nouveau président du groupe Renaissance, lance des états généraux pour réanimer un parti qu'il considère en perte de vitesse. Alexandre Chauveau, l'ancien Premier ministre, veut imprimer sa marque et enclencher la rupture avec Emmanuel Macron. Son entourage s'en défend, mais Gabriel Attal entend bien faire de Renaissance un parti tourné vers l'avenir, alors s'il revendique toujours le dépassement des clivages et la volonté de perpétuer l'espace politique créé par Emmanuel Macron en 2017. Sur le fond, l'ancien Premier ministre souhaite mettre à jour le logiciel idéologique du parti. C'est Renaissance, saison 2, épisode 1, résume un proche. À l'agenda, près de 500 réunions locales pour plancher sur des idées neuves, le tout autour de 3 axes. Repenser le modèle économique et social, incarner un virage régalien pour répondre à la demande d'autorité des Français et enfin adapter le modèle productif à la transition écologique. Les conclusions de ces états généraux devraient être présentées au printemps à l'occasion d'un grand meeting pour ce qui s'apparente à un long tremplin vers 2027. Un parti politique, c'est fait pour produire des idées et gagner des élections, confirme l'un de ses conseillers. Pour cela, le successeur de Stéphane Séjourné a conscience qu'il faut écrire une nouvelle page. Ses équipes parlent de renverser la table, comme pour amorcer une forme de rupture avec Emmanuel Macron, dont la popularité, après bientôt 8 ans de mandat, est au plus bas. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et à 13h07, direction Marseille maintenant, où la galette fait polémique. Les écoliers vont pouvoir la déguster aujourd'hui à la cantine, mais pas question d'évoquer la fête chrétienne à l'origine de l'épiphanie. Pour le maire socialiste, la galette c'est une tradition païenne et gourmande. Alors l'opposition s'étouffe et dénonce une réécriture wokiste. Stéphane Burgat. Le mail reçu par les parents et grands-parents comme Alice provoque l'incompréhension. Et on l'a fêté aujourd'hui avec lui justement. On a mangé la galette. On l'élève dans cette tradition. Bon, moi c'est chrétien, il n'y a pas de doute. C'est triste que ce soit présenté comme ça. C'est le reniement de nos 2000 ans de civilisation. Une communication maladroite pour Georgia, maman d'une écolière de CM1. Moi je trouve que c'est un peu idiot de volontairement ne pas en parler. Laisser libre choix, laisser comme un flou artistique. Pour moi, ça m'irait bien. Comme ça, chacun est libre de décider comment il en parle. Pour Françoise, grand-mère attachée aux traditions, c'est une politisation malvenue. C'est un peu désolant, parce que maintenant, on n'a même plus le droit de dire les fêtes de Noël. Il faut dire les fêtes de fin d'année. Catholique, bientôt, on va se cacher. L'élu d'opposition, Catherine Pila, parle de réécriture wokiste. C'est pas quelque chose de païen. Ça fait partie de nos racines judéo-chrétiennes. Et on n'accepte pas de les voir bafouées par une poignée d'élus qui sont dans la déconstruction systématique des valeurs, des traditions et
qui sont dans un wokisme très affirmé. Contacté, la municipalité n'a pas souhaité s'exprimer. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Il est 13h09 sur Europe 1, l'actualité. C'est aussi les flammes qui dévorent, Céline, toujours l'ouest des États-Unis. Et plus particulièrement la Californie, la ville de Los Angeles et ses maisons de stars sont fortement touchées par ces violents incendies. Antoine Bienvaux, la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Oui, même si nous sommes en plein milieu de la nuit, en Californie, les flammes continuent de dévorer les habitations et les vallées de la région. Sur les réseaux sociaux, les images de maisons dévastées et d'habitants fuyant les brasiers sont postées par centaines. 5 personnes ont déjà perdu la vie, plus de 1000 ont dû quitter leur foyer précipitamment. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a apporté hier son soutien à la population, mais elle met en garde, le danger est toujours bien présent. Des pompiers sont venus de tout le pays. Nous sommes en plein milieu d'une lutte intense. Donc si vous recevez un ordre d'évacuation, évacuez immédiatement. Si vous recevez un avertissement, préparez-vous à partir. Préparez de la nourriture, de l'eau, des médicaments, un sac à dos. Encore une fois, ceci est une situation d'urgence. Alors si le vent souffle légèrement moins fort ces dernières heures, l'alerte rouge devrait rester en vigueur jusqu'à au moins demain soir. 24 heures de cauchemars supplémentaires qui vont encore impacter les habitants, mais aussi les stars américaines et internationales qui résident en nombre à Los Angeles. Sur les réseaux sociaux, Laetitia Hallyday a notamment publié une vidéo de sa maison entièrement ravagée par les flammes. Nous avons tout perdu, il ne reste que le silence et les cendres, résume dans son message la veuve de Johnny Hallyday. Les précisions d'Antoine Bienvaux pour Europe 1. Et à 13h10 maintenant, le saviez-vous, les Français sont les plus déprimés d'Europe. C'est ce que montre une étude de la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation et des Statistiques. Et ce sont nos aînés qui souffrent le plus de ces syndromes dépressifs. Yasmina Katou. Oui, 16% des plus de 70 ans souffrent de dépression en France. C'est le 4e taux le plus élevé d'Europe. Les pays européens les moins touchés sont ceux où les soins accordés aux personnes âgées sont plus nombreux. En France, 42% des seniors n'ont pas accès aux soins spécifiques dont ils auraient besoin, comme de la kinésithérapie ou des visites d'infirmiers à domicile. Le fait d'être veuf augmente aussi le risque de développer un syndrome dépressif, puisqu'il renforce le manque de lien social. Les jeunes Français ne sont pas épargnés, 10% sont touchés. Cela serait lié à l'âge du départ du foyer familial. Lisa Troy, chargée d'études à l'adresse. En Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, on a un départ de la maison qui est beaucoup plus tôt, donc c'est généralement autour de 20 ans. En France, on est plutôt autour de 24 ans. C'est des jeunes qui sont plus loin de chez eux, donc ils bénéficient moins de leur entourage familial. Et donc ça pourrait peut-être expliquer les taux de dépression élevés qu'on trouve dans les pays du Nord. Par ailleurs, le fait de ne pas trouver d'emploi ou d'être déscolarisé augmente chez les 15-24 ans le risque de faire une dépression. Yasmina Katou, la spécialiste santé à Europe 1. Qui pour remplacer Didier Deschamps en équipe de France? Le sélectionneur a annoncé hier son départ des Bleus à l'issue de la prochaine Coupe du Monde et sa succession est désormais lancée. Et le nom de Zidane refait surface, Cyril de la Morinerie. Oui, l'icône du football français est le successeur naturel de Didier Deschamps. L'ancien numéro 10 des Bleus, âgé de 52 ans, est populaire et légitime. Zidane a remporté 3 Ligues des Champions de suite avec le Real Madrid, une première pour un entraîneur. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, joint par Europe 1, estime que Zizou est taillé pour le poste. Ce qui est clair, c'est qu'il a énormément de qualités. Il les a montrées en tant que joueur, il les a montrées en tant qu'entraîneur, notamment au Real Madrid. Donc il a évidemment énormément de talent pour pouvoir prétendre à diriger l'équipe de France. L'un de ses proches, Christian Carambeu, qui a été son coéquipier en équipe de France, assure que Zidane, ou plutôt Yaz, comme il le surnomme affectueusement, mérite d'être nommé à la tête des Bleus. Et Yaz, il attend, c'est tout à fait normal, enfin pour moi, pour qu'il vienne suppléer Didier. Didier est en train de préparer en même temps sa sortie, donner ce témoin au nouveau candidat, et j'espère que ça Zizou. Mais Zidane, qui est devenu récemment grand-père, va profiter encore un peu de ses petits-enfants, avant sans doute de succéder à Didier Deschamps. Cyril de la Morinerie pour